Il y a des moments dans la vie qui semblent insignifiants sur le coup, mais qui déclenchent ensuite une réflexion beaucoup plus profonde que prévu. Des moments simples, presque banals, qui ouvrent une brèche. Un objet qui tombe, un bruit dans le silence, une coïncidence difficile à ignorer. Ces moments arrivent souvent lorsque l'esprit est déjà fragilisé par la fatigue, par le doute, par une perte récente. Et soudain, ce qui aurait été négligé en temps normal devient chargé de sens. L'être humain est ainsi fait. Nous ne percevons jamais les faits seuls. Nous les enveloppons toujours de signification. Quand quelque chose d'inattendu se produit, une question surgit immédiatement. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ici ? Pourquoi moi ? Et très vite, deux forces entrent en tension. D'un côté, le besoin de donner du sens. De l'autre, le besoin de rester rationnel. Ces deux forces coexistent en permanence en nous, mais elles entrent rarement en conflit aussi clairement que dans ces moments précis. Lorsque quelque chose semble dépasser l'explication ordinaire, certains y voient un message, une intention, une présence invisible. D'autres y voient une simple coïncidence, un hasard, une mécanique banale mal interprétée. Ce désaccord ne concerne pas seulement les faits, il concerne la manière dont chacun décide ce qui est réel. Et c'est ici que le problème commence réellement. Car derrière chaque explication que nous acceptons ou rejetons, il y a un ensemble de règles invisibles, des critères, des filtres mentaux, des principes silencieux qui déterminent ce que nous jugeons crédible ou non. La plupart des gens n'en sont pas conscients. Ils croient simplement réagir aux événements. Mais en réalité, ils appliquent déjà une méthode. Quand quelqu'un privilégie l'explication la plus simple, ce n'est pas un réflexe innocent. C'est une manière de réduire l'incertitude, d'éviter que le monde ne devienne trop instable, trop mystérieux, trop inquiétant. Plus une explication exige d'hypothèses, plus elle devient fragile. Plus elle demande de suppositions invisibles, plus elle menace l'ordre mental que nous cherchons à maintenir. C'est pour cela que beaucoup préfèrent une explication froide mais stable à une explication fascinante mais incertaine. Mais cette préférence n'est pas seulement intellectuelle, elle est existentielle. Accepter que le monde puisse contenir des phénomènes que nous ne comprenons pas vraiment, c'est accepter une perte de contrôle. Et cette perte est difficile à tolérer. À l'inverse, rejeter toute possibilité qui dépasse ce que nous pouvons mesurer et tester peut donner un sentiment de sécurité. Mais ce sentiment a un prix. Il ferme des portes. Dans les désaccords profonds, ce n'est donc pas la vérité qui s'affronte, mais deux manières de se protéger face à l'inconnu. L'un cherche du sens pour apaiser l'absurde, l'autre cherche des règles pour contenir le chaos. Et chacun croit avoir raison. C'est pour cela que ces discussions deviennent rapidement tendues, parce qu'elles ne touchent pas seulement à des faits, mais à l'identité. Nos croyances ne sont pas de simples idées, elles sont des piliers, des ancrages, des structures qui nous permettent de nous orienter dans un monde instable. Remettre en question une croyance profonde, ce n'est pas simplement corriger une erreur, c'est menacer un équilibre intérieur. Être contredit sur quelque chose qui compte, c'est ressentir une forme de danger, comme si une partie du sol sous nos pieds se dérobait. C'est pour cela que beaucoup de débats ne cherchent pas réellement la compréhension. Ils cherchent la victoire, la confirmation, le soulagement d'avoir défendu son territoire mental. Mais cette stratégie a une conséquence. À force de vouloir avoir raison, on cesse d'apprendre. À force de défendre ses positions,
on cesse d'observer. À force de s'agripper à ces certitudes, on devient rigide. Le monde continue de changer, la réalité continue de se révéler partiellement, et nous restons figés. C'est ici qu'une autre question apparaît, plus profonde, plus dérangeante. Pourquoi discutons-nous vraiment ? Pour comprendre ou pour nous rassurer ? La plupart des conflits intellectuels ne sont pas des quêtes de vérité. Ce sont des luttes pour préserver une image de soi cohérente, rationnelle, maîtrisée. Admettre que l'on ne sait pas, que l'on ne peut pas trancher, que certaines choses resteront ouvertes est souvent vécu comme une faiblesse. Mais c'est peut-être l'inverse, car reconnaître l'incertitude ne détruit pas la pensée, elle l'assouplit. Il y a une différence fondamentale entre utiliser la raison comme un outil et s'en servir comme un bouclier. Lorsqu'elle devient un bouclier, elle empêche toute remise en question. Lorsqu'elle reste un outil, elle permet d'explorer sans s'attacher. Le véritable problème n'est donc pas de croire ou de ne pas croire à certaines explications. Le problème est la manière dont nous nous attachons à nos croyances. Lorsque toute discussion devient une menace identitaire, plus rien n'est possible. Ni l'écoute, ni la nuance, ni l'évolution. Et pourtant, le monde est trop complexe pour être contenu dans des certitudes définitives. La plupart de ce que nous pensons savoir est provisoire, incomplet, conditionné par notre époque, notre culture, notre psychologie. Accepter cela n'est pas renoncer à penser, c'est penser avec plus de justesse. À ce stade, une tension apparaît. Si nous ne pouvons pas tout prouver, si nous ne pouvons pas tout trancher, si certaines questions resteront ouvertes, alors que vaut la discussion ? C'est ici que beaucoup abandonnent, soit dans le dogmatisme, soit dans le relativisme. Soit tout est vrai, soit rien ne l'est. Mais il existe une troisième voie, et c'est précisément cette voie que nous allons explorer ensuite. Il existe une illusion profondément ancrée dans notre manière de penser, l'illusion que toute question mérite une réponse définitive, que tout désaccord doit être tranché, que toute discussion doit aboutir à un vainqueur et à un perdant. Mais cette manière d'aborder le débat est récente, et surtout, elle est destructrice. Dans la majorité des situations humaines, le problème n'est pas l'absence de vérité, mais notre incapacité à tolérer l'incertitude. Nous voulons des réponses claires, parce qu'elles nous rassurent. Nous voulons des positions fermes, parce qu'elles nous donnent une impression de solidité. Nous voulons avoir raison, parce que cela protège notre identité. Mais cette protection a un coût. Lorsqu'une discussion devient une bataille, l'objectif change. Il ne s'agit plus de comprendre, mais de défendre. Plus de clarifier, mais de préserver. Plus d'explorer, mais de gagner. Et dans ce cadre, la pensée cesse d'être un outil. Elle devient une arme. Chaque argument est utilisé pour frapper. Chaque nuance est perçue comme une faiblesse. Chaque doute est vécu comme une trahison. C'est ainsi que naissent les discussions stériles, celles où personne n'écoute réellement, où chacun attend son tour pour parler, où les mots ne servent qu'à renforcer des positions déjà figées. Mais la réalité ne se plie pas à nos cadres mentaux. Elle est trop vaste, trop complexe, trop mouvante. Une grande partie de ce que nous appelons savoir repose sur des hypothèses temporaires, des modèles approximatifs, des interprétations utiles, mais jamais définitives. Même ce qui semble établi peut être remis en question, non pas parce que tout est faux, mais parce que notre compréhension évolue. Et face à cette instabilité fondamentale, deux attitudes sont possibles. La première consiste à se rigidifier, à réduire le monde à ce que l'on peut contrôler, à rejeter tout ce qui dépasse nos critères habituels. Cette posture donne une impression de force,
mais elle isole. La seconde consiste à accepter la limite, à reconnaître que certaines questions ne peuvent pas être tranchées immédiatement, ou peut-être jamais. Cette posture demande plus de courage, mais elle ouvre. C'est ici que le sens du débat change. Une discussion n'a pas besoin d'aboutir à une conclusion ferme pour être utile. Elle peut servir à clarifier les positions, à révéler les présupposés, à exposer les mécanismes invisibles qui guident nos croyances. Parfois, le véritable progrès d'un échange n'est pas une réponse, mais une meilleure question. Pourquoi est-ce important pour moi ? Qu'est-ce que je protège exactement ? Qu'est-ce que je refuse de remettre en cause ? Ces questions-là ne cherchent pas à gagner, elles cherchent à comprendre. Et comprendre n'est pas une faiblesse. Dans un monde saturé d'informations, de prises de position et d'opinions instantanées, la véritable force intellectuelle réside peut-être ailleurs, dans la capacité à suspendre le jugement, à dire « je ne sais pas » sans honte, à reconnaître les limites de sa perspective. Cela ne signifie pas que toutes les idées se valent, ni que toute critique est inutile, ni que la rigueur n'a plus sa place. Cela signifie simplement que la rigueur n'est pas incompatible avec l'humilité. Il y a une différence fondamentale entre être sceptique et être fermé, entre exiger des preuves et refuser toute possibilité, entre penser avec méthode et penser par peur. Lorsque nous oublions cette différence, la pensée devient défensive, et une pensée défensive n'explore plus. Elle protège un territoire. C'est ainsi que les désaccords cessent d'être féconds. Ils deviennent des rituels identitaires. On ne débat plus pour comprendre le monde. On débat pour se confirmer soi-même. Et cette dynamique ne mène nulle part. La sagesse ne consiste pas à éviter tout désaccord. Elle consiste à savoir lesquels méritent d'être engagés et comment. Certaines discussions valent la peine parce qu'elles ouvrent. D'autres méritent d'être évitées parce qu'elles ne font que répéter des schémas. Le critère n'est pas toujours la vérité, il est souvent l'intention. Cherchons-nous à comprendre ou à nous imposer? Cherchons-nous à clarifier ou à rassurer notre ego? Lorsque l'intention est claire, le ton change. L'écoute devient possible. Le désaccord n'est plus une menace, mais un terrain d'exploration. Et même lorsque rien n'est résolu, quelque chose évolue. Notre manière de penser, notre rapport à l'incertitude, notre capacité à rester ouvert sans nous dissoudre. Au fond, peut-être que le plus grand danger n'est pas de se tromper, mais de croire que l'on ne peut plus se tromper. Car c'est à cet instant précis que la pensée cesse de vivre. Le monde n'a jamais été entièrement compréhensible, et il ne l'est toujours pas. Mais nous pouvons apprendre à naviguer dans cette incertitude avec plus de calme, plus de lucidité, plus de souplesse, non pas pour tout accepter, mais pour mieux discerner, non pas pour renoncer à la raison, mais pour l'utiliser sans en faire une prison. Et peut-être est-ce là l'essentiel. Nous ne gagnons pas en sagesse en ayant le dernier mot. Nous gagnons en sagesse en restant capables de penser, ensemble et séparément, sans rigidité, sans peur, avec suffisamment de calme pour accepter que, bien souvent, nous ne savons pas vraiment ce que nous sommes en train de regarder, et que cela n'est pas une défaite, c'est une condition humaine.